C'est quoi un bon métier? Un métier qui plaît, un métier où tu vis, où tu te retrouves, où tu es heureux, où tu as peur, où tu prends des risques, où tu te réalises. Homme politique ou femme politique? Eh ben, franchement, je trouve que c'est très ingrat. Parce que, pour l'instant, ça paraît difficile qu'il n'y en ait pas du tout. Donc j'ai construit un petit univers, un petit environnement en 3 dimensions. Et cet environnement, il va obéir au mouvement du public, selon une certaine ergonomie qu'on est encore en train d'étudier avec les programmeurs. Et pour l'instant, on en est au stade du premier mapping et du début d'intégration. Alors je vais créer un petit peu de mouvement pour vous donner une idée de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un environnement dans lequel on pourra se déplacer. En fonction de ses propres mouvements devant la projection vidéo. On pourra vraiment choisir ses angles de vue. Ça, c'est un mouvement un peu excessif. Rentrer dans l'image. C'est un travail qui prévoit de rassembler 10 à 15 personnes, mais qui pourrait, que je trouverais intéressant de le faire évoluer, d'augmenter le nombre de gens qui participeraient, qu'on pourrait y voir, et ainsi d'étendre la topographie de cet environnement. Alors, je tente encore une petite manipulation. Voilà, par exemple. C'est celui qui a les pieds à la gueule, parce que c'est pas ce qu'il fait, celui qui a les pieds à la gueule, parce qu'il fait la gueule, c'est exactement ça. Quand on choisira le métier, il va se rendre de s'intéresser à une silhouette qui nous interpelle, alors c'est l'ergonomie interactive, on pourra essayer, se rapprocher et libérer se mettre en marche. Là, il faut savoir qu'on voit aussi des mots dans la présentation 3D. Ces mots font aussi partie des boutons qui permettront de faire des choix. C'est-à-dire qu'on pourra aussi choisir, on pourra découvrir une personne simplement en allant vers le plaisir ou la contrainte ou le pouvoir. Donc il y aura une entrée un peu sémantique comme ça. Et cet aspect textuel, il va être relié à l'Internet, puisque le logiciel permet d'alimenter ces textes, qui pourront être très nombreux en fait, et s'accumuler éventuellement dans certaines zones de cette topographie. On peut, grâce à Internet, directement envoyer des textes dans le logiciel d'interactivité. De cette manière, on va pouvoir voir différentes personnes et également voir un petit peu des moments de leur journée.
pré-maquette du projet en temps réel. J'ai simplement programmé quelques mouvements pour simuler ce qui se passerait en situation d'interactivité avec une vraie personne devant l'image, en fait, qui choisirait de voir tel ou tel contenu. Après, il y a des aspects formels qui vont sûrement évoluer au fur et à mesure du projet. On va finir avec notre troisième sujet. Des questions courtes et peut-être des réponses courtes. Sur les métiers d'innovation. Alors, Karl. Non. Moi, je ne peux pas. Également, est-ce que ça vous inspire aussi, en fait? Non, pas trop. Non. Ah, ce sont des comédiens extraordinaires. Et ils ont un sens du théâtre. Non, je ne pourrais pas. C'est ça, vous dire. Oui, mais bon, Beaucoup de moi, je ne le ressens pas comme ça, je ne pourrais pas. Mais ils font des scènes. Et des tirades. Ah oui, c'est un sacré métier. Comptable. Ah, mais la comptabilité, c'est pas possible de notre travail. Ah ouais, moi j'en fais de la comptabilité et puis c'est assez. Surtout que ça va coûter, Ça fait une. ça va. Voilà, donc autour de ce projet de résidence, moi j'ai aperçu plusieurs pistes. En fait, on les a un petit peu cherchées aussi avec Amélie Mathieu qui m'accompagne tout au long de ce projet, qui est chargée des artistes au centre. Et alors, il y a plusieurs pistes qui sont peut-être différentes, mais peut-être qui peuvent se croiser. Alors d'une part, il y a le rapport de la technologie d'information et de communication numérique à l'individu et éventuellement au groupe d'individus à leur identité, à leurs identités, à travers le multimédia et les réseaux. Alors on a de la chance parce que ce soir on a Fanny Georges qui est docteur en art et chercheur au CNRS qui s'est parlé de ce genre de choses, entre autres, je pense. Et puis une autre piste autour du propos même du projet. À savoir, est-ce que les lignes bougent entre les frontières entre l'identité intime et l'identité professionnelle? De quelle manière est-ce qu'on en est conscient? Et comment éventuellement ça peut participer au changement de société? Ou est-ce que ça en est simplement un indicateur? Et j'ai la chance ce soir d'avoir, nous avons la chance d'avoir Isabelle Berry-Hoffman, pour nous parler de cela et peut-être pour étendre encore le sujet. Elle est sociologue et directrice de recherche au CNRS. Et enfin, alors une troisième piste qui m'est venue, c'est de quelle manière concrètement, c'est même pas une piste, c'est un sujet que je fréquente tous les jours puisqu'on travaille dans le même bâtiment. Concrètement, de quelle manière des personnes en réinsertion, en recherche d'emploi ou en développement de projet se déterminent en fonction de leur propre compréhension de leur parcours de vie et en fonction, pourquoi pas, de leur identité. Et donc, nous avons Claire Tony, qui est conseillère emploi-formation au SOC, qui est une des entités du centre ECS, qui lui-même est dirigé par Frédéric de Beauvoir, qui est présent ici et qui nous fait le plaisir d'animer le débat. Je voulais simplement, en quelques mots rappeler donc, le centre ECS, ça veut dire le centre d'établissement culturel solidaire. Donc effectivement, c'est une recherche que l'on mène sur un établissement qui se voudrait d'un type nouveau, c'est-à-dire qui met plutôt l'œuvrier que l'œuvre au centre, qui s'intéresse plus à la fabrication, aux gens qui fabriquent des œuvres, que à l'œuvre elle-même une fois qu'elle est terminée. Et c'est donc ces parcours qu'on essaye de faire. Donc ce soir, vous assistez à un des exercices du parcours obligé qu'on demande aux gens qui sont en résidence, c'est-à-dire au-delà de fabriquer leur œuvre, de travailler aussi et de transmettre quelque chose autour du propos de leur travail. Voilà. Donc vous allez effectivement travailler sur cette articulation entre l'intime, si j'ai bien compris, et le travail, et comment aussi, ce qui est là tout à fait passionnant, en fait,
société se saisit de l'intime et le travail se saisit en fait de l'intime et en fait un élément aussi, je dirais, presque de la gestion de l'entreprise ou de la gestion humaine en entreprise. Donc voilà, cet ensemble de... Je vous passe la parole pour vous passer cet ensemble de questions, de ce rapport en gros. Non mais je pense que c'est bien de commencer par de ce rapport en fait qui est au cœur en fait du travail qu'essaie de développer Igor. Merci. Je vais commencer le débat avant de faire tourner le micro. Deux mots pour expliquer le lien. Pourquoi ça m'intéresse de venir ce soir par rapport à l'Igor. Moi, je dirige un laboratoire de sociologie du travail. Donc déjà, il y a quelque chose de très frappant, c'est-à-dire quand j'ai vu les interviews, c'est à la fois très proche de ce qu'on fait et complètement différent. C'est intéressant parce que le regard porté n'est pas le même et du coup ce qu'on voit est légèrement différent. Et moi ça m'intrigue. J'aimerais qu'on continue de parler. Et en même temps, on pose des questions similaires. Là, je dirais c'est la fin. Mais alors, pour revenir sur le thème, c'est vrai que ce qu'on a essayé de travailler, en fait, ce que j'ai essayé de travailler, c'est ce qui s'est passé depuis un siècle entre la sphère privée et la sphère du travail. Alors, ça part d'une idée ancienne qui est que finalement l'intime, c'est une notion récente. Ça n'existait pas au Moyen-Âge. La chambre à coucher a été inventée très tard, la fourchette également. L'intimité, c'est quelque chose de très récent. Et la sphère privée, c'est quelque chose qui date du 19e siècle. Le mur de la sphère privée, le mur de la vie privée, il y avait d'un côté la vie privée avec les femmes et les enfants, et de l'autre côté la vie privée sur le travail, en général plutôt masculin. Et aujourd'hui, les sociologues disent qu'on arrive dans une seconde modernité où en fait l'individu au sein de la vie privée, il y a des individus de plus en plus individualisés. Alors je vais m'expliquer. L'idée c'est que depuis 2 ou 3 siècles, on est sorti des collectifs, l'individu est sorti des collectifs, qu'il y a eu un moment où on se définissait par sa position sociale dans la société, par son métier, par un statut. Et qu'en arrivant avec des séparations entre les sphères, la sphère publique, la sphère domestique, etc., et il y a toute une série de sociologues qui, depuis l'après-guerre, ce qu'on construit, c'est que les individus ne se définissent plus par des repères sociaux ou des statuts fixes. Il y a quand même les classes sociales, on en parle tout à l'heure, mais par leur unicité intime, par leur subjectivité. Alors ça, moi, je l'ai retrouvé dans mes travaux là. C'est-à-dire, on a des individus qui ne disent plus, par exemple, mon métier, c'est je suis cadre chez IBM. Ils disent non, je suis fou de l'informatique. On définit par la passion, son rapport à une connaissance, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit en enquête. La référence au collectif a progressivement disparu, et ça va avec ce que des philosophes, des sociologues ont identifié, un phénomène qu'on appelle d'individuation. C'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, on existe dans la société, non pas par son corps d'appartenance, non pas par sa région, non pas l'endroit où on est né, non pas parce qu'on fait partie de la classe ouvrière, mais de plus en plus par la mise en scène de son unicité. Donc effectivement, aujourd'hui, le débat existe, c'est la mise en scène de soi sur Internet, c'est la mise en soi, mais déjà Anna Arendt, quand elle parlait de Benjamin, elle disait, Dr Benjamin est mort parce qu'il est né trop tôt. Il était unique et il voulait qu'on le reconnaisse dans son unicité. Mais c'était trop tôt. C'est plus tard qu'on existe par l'unicité. On en parlait aussi tout à l'heure. Les mouvements sociaux aujourd'hui sont des mouvements de reconnaissance de l'unicité. Reconnaissance par exemple, l'homosexualité, qui est un mouvement social, la gay pride, etc. Reconnaissance au droit à avoir une différence intime, à égalité avec les autres. Donc l'égalité, l'aspiration à l'égalité et à l'unicité a pénétré à l'espace intime. Ça, c'est une première chose que je voulais dire, qui est à l'origine du livre. C'est-à-dire, que font tous ces individus quand ils aspirent à être uniques parmi les uniques? Comment ils existent par l'unicité? Et alors que, deuxième point, c'est que le travail est devenu un élément essentiel de définition de soi socialement. On le dit, ça existe depuis longtemps. Et en même temps, beaucoup de sociologues du travail, pas seulement chez moi, ont montré que depuis les années 60, la première valeur
pourquoi les inhibitions dans les métiers pour les femmes, pourquoi certaines femmes il y a un plafond de verre, etc. Effectivement, l'imagination de s'imaginer chef, patron, etc. est bloquée. Et c'est pareil, bien sûr, avec les CCI. On ne s'imagine pas faire une prépa, on ne s'imagine pas être avocat, on ne s'imagine pas, etc. Donc, c'est hors du champ. Donc ça, c'était aussi intéressant. Pour revenir à la frontière, et après je ferai prendre la parole, pour revenir à la frontière entre intime et travail, ce qu'on a montré dans le livre que vous avez cité, c'est qu'en fait la frontière avait sauté assez récemment dans les 20 dernières années. Alors, le plus bel exemple, je trouve, c'est une des sociologues qui écrit dans le livre Politique de l'intime. Alors, elle a sauté dans une tas de sphères. Nous, notre point de départ, c'était de dire le politique aujourd'hui se préoccupe de l'intime. C'est quand même curieux, parce que le politique se préoccupe de l'intime. Le PAX, l'interdiction de fumer, les lois sur le droit des enfants, les lois contre les violences au sein du couple, les violences contre les femmes, toutes les lois récentes, de façon internationale, sont des lois qui portent sur l'intime. Sur une sphère qui était hors du politique. Donc il se passe quelque chose. Nous, on est interrogé par quelque chose qui se passe sur cette frontière-là qui saute, y compris au travail. Et donc, une des sociologues, je reviens, donne l'exemple de nouveaux métiers qui travaillent sur cette frontière-là. Et d'un exemple d'une femme qui dit, alors je vais vous citer peut-être, je vais vous la lire, puis après je vais vous passer la parole, parce que c'est lui tout le temps, j'ai le temps, je vais continuer. Je voudrais vous la lire, parce que c'est un nouveau métier qui est apparu aux États-Unis. Et donc, cette femme dit « J'ai été mariée 12 ans et j'ai lavé, cuisiné, élevé mes enfants et jardiné, mais mon mari ne s'en est pas vraiment aperçu. Il pensait que la seule contribution qui comptait était la sienne, l'argent qu'il gagnait. Donc après notre divorce, je me suis dit que je pouvais aussi me faire payer pour toutes les choses que j'avais l'habitude de faire gratuitement. Cette femme a créé une chaîne de services aux États-Unis qui s'appelle « Louer une maman ». Donc vous pouvez louer une maman qui vient chez vous organiser des repas de famille réussis, acheter les cadeaux d'anniversaire pour toute la famille, classer les photos, faire des albums pour la grand-mère pour les 40 ans d'année de mariage, etc. Enfin, tous les services gratuits d'une bonne épouse au foyer, qui ne sont pas des services à domicile, mais qui sont ce type-là, organiser les dîners, etc. Et ça marche du feu de Dieu. Donc c'était une première chose, c'est qu'il y a une marchandisation de l'intime aujourd'hui, très forte, qui est dénoncée très fortement. Il y a Habermas appelle ça la colonisation des non-vécus. C'est-à-dire que les non-vécus sont aujourd'hui marchandisés. Et la sociologue l'a dit, mais quand vous avez embauché Louer une maman pour choisir le cadeau d'anniversaire de votre fils qui a 10 ans, comment ce fils de 10 ans vous dit merci? Il dit merci à quoi? Est-ce que ça ne change pas le lien? Donc elle interroge finalement le lien qui se passe quand il y a une marchandisation. Donc ça, c'est un premier mouvement. Il y a un deuxième mouvement dont on a travaillé, là aussi je vous cite la personne, parce que il faut tout d'abord préparer les personnes à l'aspect maritime, les conditions météorologiques. Nous mouillons l'ancre sur le lieu qui est choisi communément avec la famille. La dispersion se fait à l'arrière. Le navire est stable, mais surtout en plus, on est dans le silence de la mer. Dans ma démarche personnelle, je cherche toujours à connaître, à converser avec la famille pour être proche d'elle. Au niveau du geste lui-même, je dois dire que dans les 3 quarts des cas, ce sont les familles qui souhaitent faire le geste elles-mêmes. Nous nous mettons à leur disposition et en retrait. Les premières fois, il y a une hypersensibilité où on a l'impression d'être quelque part membre de cette famille. Et bon, il faut bien sûr savoir s'en détacher à minima. C'est ça le métier. Les préparer, les accompagner, mais la démarche est vraiment de se considérer comme un proche de la famille et d'agir en ce sens. Ça, c'est l'interview d'Yves Cléré, qui est organisateur de dispersion de cendres en mer et de cérémonies funéraires. Donc là, c'est l'autre aspect qu'on voit beaucoup chez les hôtesses de l'air, chez les gardes à domicile, etc. C'est qu'en fait, la subjectivité, l'intime,
pour leur rapport au travail, il y a une revendication de pouvoir mettre sa passion, sa subjectivité au cœur du travail et l'afficher comme une identité. Donc on retourne l'argument dans le sens. Ce n'est pas seulement le marché qui rentre de plus en plus dans la subjectivité, ce qui existe très fort et qui est extrêmement violent. C'est aussi une aspiration de l'individu de la seconde modernité d'afficher son intimité comme unique et comme faisant partie de son identité dans son métier. Je conclurai donc par une réaction personnelle à ce que j'ai vu. Moi, je trouve que c'est formidable dans la deuxième partie, par rapport à la première, que nous avons des entretiens sur ce sujet, c'est qu'on vit ça. On a l'impression de pénétrer dans l'intimité et d'interagir avec l'intimité des gens sur toute la facette. Ce qui fait qu'on touche, je conclurai là-dessus, à autre chose qu'on identifie dans le sociologisme, c'est-à-dire une revendication de passer de l'individu des droits sociaux, etc., à ce qu'on appelle la personne. C'est-à-dire, c'est un grand droit, dans le droit social, dans les droits humains aujourd'hui, de prendre en compte la personne. Le droit du travail, avant s'arrêter à l'institut du travail, aujourd'hui, on prend en compte les conséquences sur la personne dans sa vie privée. Donc il y a des modifications radicales du droit du travail pour prendre en compte quelqu'un dans toute son identité, au travail et à la maison. Donc voilà, quelques échos de première réaction. C'est vrai que c'est chez moi, je pense que c'est un questionnement central. Parce qu'en fait, je pense que quand j'interroge l'identité, j'interroge aussi l'apparition du personnage. C'est-à-dire que quand on démarre sa vie active, on peut être amené à enfiler un costume qui est pas celui qu'on s'est construit en tant qu'adolescent, jeune adulte éventuellement. Et rentrant dans un métier, il me semble qu'il y a éventuellement la création d'un personnage qui n'était pas intime, peut-être qu'il le devient justement, peut-être qu'on est en train de perdre le personnage et de s'unifier en tant que personne, ou alors d'être complètement, je vais exagérer, mais esclavagisé par son métier, conditionné, et que c'est ce métier qui rentre aussi dans la réalité de notre intimité en fait. Alors, je vais passer la parole à Freddy Georges, qui a écrit donc sortir un livre qui s'appelle Identité virtuelle, les profils utilisateurs du Web 2. Et ce qui est intéressant par rapport à ce que vous venez de dire et le travail, c'est qu'effectivement, dans la construction de la représentation d'un individu, le métier, on peut considérer que le métier a été une construction très importante de cette représentation. On va se représenter beaucoup à travers ce métier, à travers ce qu'on est. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez travaillé, si j'ai bien compris, sur en fait aussi les identités virtuelles, une autre représentation, la construction en fait de son identité à travers des outils nouveaux, ces outils interactifs que tu utilises toi dans ton œuvre, mais qu'effectivement on n'utilise de plus en plus tous, enfin moi très peu parce que je ne comprends pas grand chose sur les Facebook et compagnie, mais effectivement, de toute façon on est tous utilisateurs du web, on a tous des pseudos sur le web, on a tous plusieurs adresses qui permettent de vivre plusieurs vies différentes à travers ce type de médias. Et donc vous avez travaillé là-dessus. Et c'est intéressant, effectivement, ce rapport intéressant, on peut peut-être nous parler entre ce qui d'ailleurs, fondamentalement, sur la spécialiste de l'écriture, on voit aussi que la pensée change, par exemple, quand le type d'écriture change, quand on passe d'une écriture phonétique avec des phonèmes, les anciens égyptiens, les babyloniens, et à une écriture linéaire, on voit par exemple dans la pensée religieuse, ça évolue. Donc il y a effectivement, entre l'outil et la façon de se penser, de se représenter des liens qui sont tout à fait forts. Peut-être que vous pouvez nous parler de ces nouveaux liens qui nous permettent aussi de comprendre mieux le travail que vous faites sur l'inclusion multimodale. Tout à fait, en plus, vous évoquez un point qui me tient particulièrement à cœur, puisque j'ai commencé mes travaux en travaillant sur un texte en grec ancien, apparemment qui relève du 5e siècle avant Jésus-Christ, qui relevait justement de la transcription d'un texte de poésie orale à l'écrit. Et ce qui m'intéressait dans cette étude, c'est que j'ai remarqué que, disons qu'auparavant, la composition
poétiques étaient faites par des écoles de poètes qui se transmettaient oralement les poèmes parce qu'il n'y avait pas de support écrit. Et avec l'émergence de l'écrit, la création personnelle est devenue possible. Et quand j'ai vu au cours de mes études l'émergence d'Internet, ce qui m'intéressait, c'est cette réémergence du collectif finalement dans l'écriture, et bon, ce que j'ai poursuivi dans mes travaux postérieurs. Donc effectivement, il y a ce changement du rapport à l'expression personnelle, également ce changement du rapport à l'autre. Désormais, on peut composer, écrire ensemble, qui émerge avec, et se développe avec, qui réémerge avec les nouvelles technologies. Et je vais rebondir sur ce que Madame Hoffman disait concernant ce passage, enfin, ce besoin de l'individu d'exprimer l'unicité de son identité. En regard de ça, ce que j'ai observé moi dans les médias sociaux, c'est qu'il y avait effectivement les médias sociaux invitent l'utilisateur à s'exprimer par ses centres d'intérêt, les caractéristiques qu'il choisit lui-même pour se déclarer, mais également fragmente finalement, crée des compartiments entre les différentes facettes de son identité sociale et personnelle, en utilisant déjà des médias sociaux différents. Par exemple, dans Facebook, on va se présenter différemment peut-être face à ses amis, face à ses collègues de travail, face à ses parents, en ajustant le degré de visibilité de sa présence. Mais déjà auparavant, dans les sites de rencontres, dans les réseaux sociaux professionnels, effectivement, l'utilisateur ne va pas se présenter de la même manière. Moi, ce qui m'a semblé avec ces médias sociaux, c'est que l'utilisateur était confronté à ses limites. Ces limites de l'identité, à se poser constamment des questions sur les signes qu'il peut manifester de lui-même face à certaines personnes, certains groupes de personnes, et en se posant notamment ces questions, est-ce que je peux accepter ma mère comme amie dans Facebook, ou bien des collègues de travail comme amie? Toutes ces questions, en fait, qui renvoient constamment l'individu au questionnement de ce qu'il peut manifester, cette partie de lui-même qui peut manifester aux autres, qui est finalement aux normes de présentation de soi qui sont attendues en fonction des différents groupes devant lesquels il se présente. Donc finalement, avec ces nouvelles technologies et l'usage des médias sociaux, il me semble que cette question de la place de la profession, la place des centres d'intérêt est avivée et formalisée par les médias sociaux. Et ce que je trouve très intéressant dans votre travail, Igor, c'est ce double regard que vous demandez aux personnes de témoigner, à la fois ce témoignage sur son activité professionnelle, donc selon une dimension déclarative, donc je vais dire ce que je pense moi-même de mon travail, ce que je fais, et ensuite ce que je peux témoigner de l'image que je me fais du métier des autres. Et ce que je trouverais intéressant peut-être comme piste pour développer encore votre travail, c'est peut-être d'interroger des personnes qui font ces métiers dont les autres parlent, et qu'on puisse confronter en fait à la fois les stéréotypes qu'on peut se faire, justement vous l'avez pensé, sur les métiers, et la réalité finalement très émotive et très personnelle qu'ont des personnes à leur propre activité, effectivement qui est construite au cours du temps, au cours de l'expérience personnelle, et qui est composée, comme on le voyait dans l'interview justement de ces deux personnes, une espèce de fort rapport familial et affectif à l'identité. Je trouve ça vraiment très très intéressant. Également de voir ensuite l'identité en acte, c'est-à-dire l'identité pour le métier tel qu'on pratique au quotidien, qui là se passe de parole parfois, mais se réalise complètement dans les actes, et qu'on retrouve aussi dans les médias sociaux à travers les activités de l'utilisateur en ligne. Je ne sais pas ce que vous avez pensé, mettre en scène de cette manière ces identités. Oui, l'idée c'est de pouvoir couvrir le plus grand nombre possible de professions pour qu'elles puissent se faire l'écho les unes les autres, et de voir la différence entre le préjugé, les reçus, l'expérience. Et c'est vrai, il faut voir ce qui ressort. Mais là, je n'ai pas d'idée préconçue en termes de capacité à se définir, en fait.
par son métier, ou pas que par son métier, ou pas du tout par son métier. Je pense que ça va changer, entre autres, en fonction des métiers des gens. C'est-à-dire qu'il y a des métiers où il y a beaucoup de liberté. Puis j'ai aussi rencontré des gens qui ont des métiers où ils ont peut-être moins de liberté, des métiers où on a l'obligation de porter un costume de travail, où on a l'obligation, l'interdiction de nouvelle sa bouche pour faire ce qu'on pense. Donc il y a des métiers qui vont être très intéressants à mettre en regard d'autres métiers qui sont plus, entre guillemets, libres, sachant qu'on peut développer beaucoup de liberté dans un métier où on a très peu de marge de manœuvre en fait. Ça dépend, peut-être ça dépend de sa manière de se définir soi par rapport à son métier justement. Alors, avec le web, alors là, la première impression, c'est l'impression d'une schizophrénie possible, en fait, vraiment d'un éclatement de la personnalité et de proposer plusieurs apparences. Et ça m'intéresserait effectivement de savoir ce qu'il y a à dire sur la fragmentation ou pas de la personnalité à travers le 2.0. Alors, il ne reste plus avant de passer la parole à la salle, parce que le principe est toujours ensuite on passe la parole à la salle pour les questions. Donc Claire travaille dans le bureau depuis moi, donc je la vois assez souvent. Donc, on a effectivement, avec Claire, monté le centre, qui est partie du centre, le centre de solidarité, de culture et sociale emploi. Hormis la solidarité, quelque chose qui nous intéresse beaucoup dans ce qu'on essaye de faire. Le centre, d'ailleurs, c'est le plan du centre ECS, en fait, on a mis l'établissement culturel solidaire, mais c'est assez intéressant par rapport à l'événement de ce soir, car c'est un groupement d'employeurs. En fait, c'est une structure d'emploi et un groupement d'employeurs qui rassemble aujourd'hui, je crois, 17 structures culturelles au sein de ce groupement. Donc, dans le travail qu'elle fait, ce qui nous ramène au travail à ce que fait dans son rapport à perception de destinée individuelle et ce rapport de destinée individuelle ou de destinée collective, je trouve qu'on est confronté continuellement dans ce qu'on fait au sort, parce qu'on fait du travail avec des artistes qui en général ont choisi une espèce de destinée individuelle à travers leur œuvre, sans parfois d'ailleurs comprendre totalement ce qui les porte dans cette destinée individuelle et quel est le propos qui est derrière cette destinée. Et en fait, nous, on est missionnés notamment par la collectivité publique, par le département de Paris, par rapport à la problématique économique de ces artistes. Et en gros, on les remet dans une sorte de destinée collective simple, qui est d'avoir un métier, travailler, gagner de l'argent, et donc sortir de l'aide sociale. Donc on est continuellement confronté à justement ce rapport entre la destinée individuelle choisie et la destinée collective, puisque voilà, on est aussi dans une société où il est normal que tout le monde travaille, apporte sa part à la société, à travers notamment les choses que nous faisons tous, payer des impôts, participer donc à l'enrichissement de la collectivité qui va pouvoir du coup distribuer des prestations diverses et variées, des hôpitaux, faire de l'éducation. Donc il y a une normalité, et puis il y a une espèce, on ressent souvent une espèce de besoin d'une destinée individuelle, d'une expression individuelle extrêmement forte, qui va porter complètement l'individu. On essaye, nous, de résoudre une dichotomie souvent assez forte entre ces deux nécessités au sein du socle. Tu peux peut-être nous parler du travail que tu fais, puisque les premières personnes que je vois, en fait, les gens qui travaillent au socle, c'est Claire, qui démarre ce débriefing. Après que moi, j'interviens sur des choses beaucoup plus larges, comme le budget prévisionnel, le compte de résultat, enfin des choses tout à fait passionnantes, mais qui viennent en deuxième partie, après que tu aies résolu la première équation. Alors, je vais essayer de... J'essaie de prendre... Je ne vais pas forcément partir sur le questionnement d'Anne, je vais m'aborder sur comment je reçois les gens, qu'est-ce que veut dire partie intime. Je pense plus à l'ensemble des questions qui ont été abordées ce soir. Et je me dis, qu'est-ce qui amène les gens à interroger justement leur intimité aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des réseaux sociaux où on se définit en tant qu'individu à part entière, avec... On
dirais que, enfin on dirait pas, c'est une réalité. Je crois qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup parlé même ce soir de métier. Et moi, je dirais que ce qui est en train de changer aujourd'hui dans notre société, dans le monde du travail particulièrement, c'est que le métier continue d'exister, mais on voit apparaître de plus en plus différentes missions. Le métier va disparaître au profit de missions, de projets. Et l'être va se trouver un petit peu parcellisé. Il va se demander quelles vont être alors ses compétences. Quand on regarde aussi le champ de la formation professionnelle, on voit également qu'on apprend un métier tout au long de sa vie, qu'il faut sans arrêt partir en formation, sans arrêt s'interroger sur tous les axes, compétences, savoir, les compétences étant définies par des savoir-faire, mais aussi des savoir-être. On a mis en place tout un système de formation nouveau qu'on appelle la formation continue tout au long de la vie, mais qui est beaucoup plus courte, définie par des petits certificats qui ne sont plus reconnus comme des diplômes. Enfin, le diplôme continue d'exister bien entendu, mais ça contribue, je dirais, à la fois étendre les compétences du salarié, de l'individu, mais aussi à s'interroger plus souvent dans son parcours de vie. Et parcours de vie et parcours professionnel sont extrêmement et intimement liés. Je dirais que c'est assez difficile de les dissocier. Et quand j'exerce mon métier au démarrage, dans le début de l'entretien professionnel que j'ai avec la personne, c'est vrai que je ne vais pas lui demander qui es-tu, mais quel métier fais-tu. Ça, c'est... Mais ça reste vrai aussi, je fais des parallèles aussi entre mon métier et j'essaie de ne pas être trop déformée par ce que je fais. Ça, à mon avis, c'est déjà raté, mais quand je vois un petit peu, vous assistez tous à des soirées, la première chose que l'on aborde quand on rencontre quelqu'un, c'est pas qui es-tu, mais c'est bien que fais-tu. Et c'est la première carte de visite que l'on donne, c'est le métier que l'on va citer. Alors je suis architecte, et je trouve que du coup c'est très difficile de sortir de cette représentation. Après, là je dirais que le métier que je fais, le métier de conseil à l'emploi, c'est vraiment d'être à l'écoute de la personne pour lui permettre de s'entendre elle-même à travers tout ce qu'elle est dans ses compétences, dans ses savoir-faire, dans ses savoir-être, mais aussi dans ses désirs, dans ses motivations qui vont l'aider ensuite à cheminer sur l'intime, sur ce qu'il a envie de devenir, ce qu'il a envie d'exercer dans une profession. Voilà. Enfin, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais le public, j'espère, va réagir à toutes ces interventions. Je peux juste faire une parenthèse, excusez-moi, c'est parce que sur quand même une remarque forte, il y a un très beau livre d'Alain Ehrenberg qui s'appelle La fatigue d'être soi. C'est un psychologue qui dit effectivement quand on arrive dans cette phase d'unicité, on est responsable de tout. Finalement, on n'est plus porté par les collectifs, mais on n'est plus porté par les structures. C'est juste pour dire. On est responsable de ce qu'on fait, de son métier, de ses formations, de son parcours professionnel, de son parcours de vie, de son projet, de sa définition extérieure, de sa définition intérieure, des contradictions entre la définition extérieure et extérieure, des tensions. Alors, on a par exemple en sociologie, moi j'ai aussi travaillé sur un nouveau comportement face à tous ces conflits, toute cette intégration qu'on doit faire du social. On a des jeunes, des femmes, des travailleurs précaires qui ne résolvent plus les conflits et qui ont une attitude qu'on appelle l'ambivalence sociologique. Ils refusent de choisir. Ils ne sont pas précaires, artistes, sociologues, chercheurs, etc. Ils sont tout et choisissent pas. Parce qu'il y a trop de travail, de cohérence à faire entre tout ça. Et c'est vrai partout. Alors ça, c'est le bouquin de Sénèque sur la culture du nouveau capitalisme. C'est par exemple aussi le bouquin de Pierre-Michel Manuel, Portrait d'artiste en travailleur,
Donc lui, il fait le contraire, il prend l'artiste et il dit, vous voyez tout ce qu'il a à faire l'artiste? Une œuvre, un travail quotidien, une vie normale, gagner sa vie, en même temps dire quelque chose sur la société. C'est le portrait de tous les travailleurs aujourd'hui. Ils doivent faire tout ce travail pour pouvoir exister en tant qu'individu dans le travail. Je vais juste dire ça, qu'il y a aussi un phénomène où tout le social contribue à faire en sorte que l'individu autonome, qui revendique son autonomie, intériorise les contraintes, alors qu'avant il était porté par les statuts, les structures, etc. Donc, juste pour dire que ce que vous faites, c'est important. Parce que finalement, accompagner et structurer l'accompagnement, c'est une grande partie de la souffrance au travail aujourd'hui. Les gens sont seuls, finalement, avec tout ce travail. Je vais me permettre également de réagir sur ce que vous dites avant de passer la parole. Alors, je suis tout à fait d'accord sur le point où l'on est. Je me demande si, quelque part, on n'est pas déjà en train de dépasser ce stade-là. C'est-à-dire que je crois qu'on est vraiment dans une crise de société, on le voit à tout niveau, enfin, on est dans la réflexion sur une nouvelle organisation, et effectivement, et c'est là où on rentre dans une organisation complexe, on était effectivement dans une organisation, je dirais, relativement simple. Il y a une déconstruction voilà, du travail en général, de la société des groupes qui détermine l'individu en général, et je crois qu'on est en train d'essayer de reconstruire, enfin que l'individu se reconstruit dans des univers, et d'ailleurs ça revient par rapport au multimédia, c'est-à-dire qu'on arrive à être dans plusieurs cercles. C'est là où on revoit aussi se construire, nous on travaille beaucoup sur tous les outils d'économie sociale et solidaire, comme aujourd'hui les gens sont de plus en plus, on voit une tendance vers l'indépendant, mais l'indépendant au sein d'un collectif. C'est le cas des SCOM, c'est le cas des coopératives d'activité et d'emploi, c'est le cas de ce qu'on a créé, d'ailleurs par exemple Igor a aidé à monter une microstructure autour de son œuvre, pas autour de son travail dans ses multiples facettes, puisqu'il est effectivement à la fois artiste multimédia, webmaster, régisseur, technicien, et on a justement essayé de vraiment travailler en fait, de recréer de l'unité en mettant tout ça dans une structure qui effectivement va remettre ce groupe d'individus que tu constitues en un seul à travers l'identité, une personnalité morale, au-delà de la personnalité physique, on crée une personnalité morale qui va regrouper cette multiplicité, et ensuite on permet, puisque quand je disais cette structure, la structure création simple émanant du groupement d'employeurs, et ensuite on va